Bonjour et bienvenue sur votre communauté BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter un tout nouveau praticien de notre plateforme, c'est Ariel Simoni. Il est psychologue et il décide aujourd'hui de venir se présenter à vous, se présenter sur son parcours, qui il est, pourquoi est-ce qu'il a décidé de devenir psychologue et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, quels sont ses accompagnements. Vous allez voir des accompagnements holistiques qui viennent toucher les causes identitaires, les causes relationnelles, mais aussi les causes professionnelles. C'est vraiment un thérapeute qui vient de manière holistique toucher, approfondir chaque domaine de nos vies. En tout cas, cette interview, ce moment avec Ariel a été très enrichissant et j'espère qu'il le sera tout autant pour vous. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin, comme à notre habitude, pour conclure ensemble. Bonjour Ariel et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une interview. Alors, tu es un praticien tout nouveau sur notre plateforme, tu viens d'arriver et tu es déjà plongé dans le bain d'une interview avec nous. Merci d'avoir accepté. Moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te recevoir sur la chaîne de BioK et ben, d'apprendre à plus te connaître et aussi à te faire connaître à notre communauté BioK. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je te propose ben, de te présenter en quelques mots qui tu es et peut-être pourquoi déjà avoir choisi BioK en quelques mots. Alors, merci beaucoup à toi, Océane, de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment honoré parce qu'au final, voilà, pour moi, BioK, c'est une plateforme qui permet de faire retrouver des personnes qui se connectent pour trouver un sens qui soit commun et qui nous amène à fonctionner de manière holistique. Et c'est ça qui, à mon sens, est important, d'avoir une vue qui soit multidimensionnelle. Donc moi, de base, donc je suis psychologue de formation et de profession. Alors, est-ce qu'on parle de mon parcours de vie, de mon parcours d'âme, de mon parcours professionnel voilà, comment est-ce que je peux répondre en fait Alors à ici, cette ben, comme tu question? le sais, on est sur BioK, et donc on adore cette dimension holistique de l'âme, mais c'est vrai que le parcours de vie peut être très inspirant aussi pour les personnes qui nous regardent. Donc je te proposerai un peu des deux, quelques mots sur comment est-ce que tu es arrivé à être psychologue, peut-être et à faire ce métier en quelques mots, bref. Et puis, ben, justement, ton parcours un peu professionnel et surtout les beaux cadeaux sur ta route de psychologue, vu que ben, tu nous en parleras, mais tu as quand même reçu le prix d'un concours, donc n'hésite pas à nous le partager. Alors voilà, bon, moi déjà j'ai grandi dans plusieurs pays, donc j'ai vécu au Maroc et puis en France, donc j'ai fait mes études de psychologie où je suis devenu psychologue et que j'ai reçu effectivement le prix du meilleur psychologue. Mais pour vous raconter, c'est pour te raconter cette histoire et raconter à nos auditeurs, c'est que moi de base, bon voilà, j'étais dans une configuration de vie assez difficile. J'ai eu un parcours de vie qui n'a pas été simple, beaucoup de problèmes familiaux et euh, et bon, je me suis senti à un moment dans ma vie très perdu, euh, à savoir me demander même qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis dans cette vie. Euh, voilà, j'ai vécu de réelles impasses existentielles et euh, et il s'est trouvé que j'ai pu être à un moment donné accompagné par un psychologue qui m'a écouté, qui m'a qui m'a aidé à me comprendre, à comprendre un petit peu ce que j'avais besoin et me donner la force de m'accomplir au-delà de toutes les épreuves et difficultés que j'avais eues et que je pouvais avoir initialement parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles pour m'accomplir, pas seulement financiers. Ça a été un parcours difficile que j'avouerai au départ ne jamais pouvoir accomplir. Je ne pouvais pas m'imaginer me retrouver là où je suis aujourd'hui parce que voilà, j'étais presque sous un pont euh, et, euh, et ça a été très très difficile pour moi, mais au final, euh,
contre toute attente, j'ai réussi à transformer ça comme la plus grande expérience, la plus riche des expériences de vie, qui m'a amené à vouloir comprendre qui on était, qu'est-ce qu'on voulait, et que cet accompagnement que j'avais eu m'avait poussé à vouloir aider les autres, parce que moi j'avais été aidé à pouvoir sortir de l'impasse, parce que voilà, faut savoir que même au niveau de mon cursus d'études, j'ai fait ça assez tardivement. J'ai commencé mes études, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 44, bientôt 45, mais je vois plus le temps passer parce que voilà, on arrive à être intemporel à un moment donné. Mais disons que voilà, j'avais même ce complexe de commencer mes études assez tard, parce que d'habitude, voilà, il y en a qui sortent de leur baccalauréat et qui vont direct faire des études. Moi, j'ai pas pu avoir cette possibilité, ni les moyens, ni plein d'obstacles. Et quand j'ai réussi à rentrer dans mes études de psy, contre toute attente, parce que c'était pas du tout gagné, vu tous les obstacles que j'avais eus, ben pour moi, c'était le début d'une réalisation de vie, c'était le début d'une réalisation de rêve, c'était le début où je commençais à trouver un vrai sens parce que finalement, j'étais dans un domaine qui me permettait de de poser des mots, de poser un sens, de poser une logique à ce qui se passait dans notre vie, à ce qui se passait à l'intérieur de nous et aussi avec les autres. Je me suis beaucoup questionné. J'ai fait mes études en 7 ans. Normalement, un cursus de psychologie, pour être psychologue, c'est 5 années. Mais quand on est passionné, voilà, on le fait en plus d'années. J'ai fait une étude, par exemple, sur la confiance en soi, pour savoir qu'est-ce qui agit sur la confiance en soi, qu'est-ce qui stimule la confiance en soi, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une meilleure confiance en soi et de pas être dans cette fatalité de pouvoir se dire j'ai confiance ou j'ai pas confiance. Et voilà, et tous ces travaux m'ont permis vraiment d'avancer et de me renforcer et de me sentir plus armé. Parce que quelque part, voilà, je pouvais me dire, ouais, ça me suffit de comprendre, de parler avec les gens. Mais pour moi, faire ces études, ça a été un vrai challenge. Et de pouvoir se dire, voilà, je peux avoir un diplôme qui vient quelque part confirmer mes capacités, mes compétences. Et pour moi, qui a été la plus grande fierté, c'est d'avoir réussi mes études de psy, déjà d'avoir commencé, parce que initialement, vraiment, comme je le disais, j'étais destiné, j'étais destiné à être dans la rue. Voilà, vraiment, enfin, j'étais destiné. C'est ce que je pensais, que C'est ce j'étais qu'on te destinait destiné, à l'extérieur, quoi. absolument. Puis voilà, j'ai trouvé un premier sens. Et puis quand j'ai réussi à accomplir cette formation dans laquelle je ne voyais pas le bout, parce que c'était vraiment dur et lourd, et j'y suis parvenu. Et puis voilà, et j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux, dans des associations, dans des structures d'insertion. Voilà. Et donc au début, j'étais plus axé sur des accompagnements qui aidaient à une réinsertion sociale et professionnelle. Et puis après, je me suis rendu compte que chaque domaine avait son importance. Et aussi, j'étais curieux de tous les outils parce que la clinique était très psychanalytique. Il y a beaucoup d'approches sur la psychanalyse. Et puis le social, lui, il est beaucoup plus sur le cognitif. Il y avait plein d'outils partout. Je me dis, mais est-ce qu'on doit choisir un outil? Est-ce qu'on doit choisir une approche? Et moi, j'arrivais pas parce que je voyais que chaque chose servait. Et quelque part, je me suis retrouvé petit à petit dans un regard, dans un fonctionnement complémentaire. Et j'ai développé, en fait, une méthode qui permettait de tenir compte de tous les domaines de vie. J'ai développé, donc, un complexe d'outils dans lequel, en fait, je pouvais accompagner les personnes dans leur parcours, où j'allais utiliser plusieurs outils généralement dans une certaine chronologie,
Mais suivant le cas, parfois, on doit utiliser plus un outil qu'un autre pour justement aider la personne à se débloquer plus facilement. Et voilà, je suis arrivé à mettre en place un dispositif d'accompagnement assez efficace et sur un temps assez court, qui a fait que j'ai été reconnu par une organisation euh, médicale européenne qui en fait reconnaissait les personnes qui avaient un résultat, une efficacité dans leur pratique, notamment au travers de témoignages. Euh, et, et pour le coup, j'ai pu avoir beaucoup de témoignages sur des retours d'accompagnement, de thérapie. Et un beau jour, voilà, j'ai été contacté pour être nominé parmi les médecins et psychologues d'Europe. Moi, j'ai pas envie de dire du meilleur psychologue parce que tout est relatif, mais Ouais. voilà, on va dire d'un psychologue qui a réussi à aider, qui a pu montrer une certaine efficacité, cette reconnaissance qui pour moi a été Un cadeau? en plus qu'un cadeau, c'était un rêve, c'était en fait, moi, je m'étais déjà accompli au travers de ce que j'avais réussi à faire pour les autres. Et avoir une reconnaissance comme ça me fait, ça me flattait quelque part. Mais je me suis dit, ok, on continue. Enfin, plus important, c'est que je puisse aider les gens. Et si ça peut aider les gens à me retrouver et avoir l'envie d'être accompagné pour pouvoir être aidé rapidement, efficacement, on y va. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est d'aider les gens à trouver le sens de leur vie au-delà du paramètre de leur réalité, au-delà de leur paramètre de configuration familiale. Parce que malheureusement, on ne n'est pas tous égaux. On est dans des configurations familiales qui peuvent être très problématiques, très défaillantes, très déséquilibrantes, et qui peuvent nous amener à mal nous utiliser, mal comprendre le sens de notre vie, le sens de notre âme. Et parfois, on a besoin de vivre plusieurs expériences pour comprendre et y arriver. Et quand on arrive à trouver quelqu'un qui va nous amener à trouver ce sens, qui va nous amener à nous diriger et que ça va nous faire écho, se dire, oui, en fait, c'est par là que je dois aller. C'est là ma direction. Parce que on va avoir plein de signaux de partout, plein de choses qui viennent nous dire, non, tourne à gauche, non, tourne à droite, non, va ici, C'est non, ça. va là. Mhm. Et que là, finalement, on arrive à trouver un écho à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça trompe pas. On le sent. Ça, Ça résonne, hein. ça résonne tout simplement. Et c'est à ça que je veux arriver. Et, et pour moi, cette plateforme, elle permet d'être dans ce véritable écho, dans ce véritable raisonnement. Ce qui est important, en fait, c'est de voir le retour qu'on peut avoir, c'est de voir le résultat qu'on peut avoir. Et moi, ce que j'aime bien chez on dit OK, c'est que aussi d'avoir le retour des personnes qui consultent, ça permet aussi de pouvoir guider vers le bon choix, vers les bons chemins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut être n'importe quel spécialiste, n'importe quel professionnel. Plus important, ça fait partie des choses qui sont des plus importantes. C'est d'avoir un bon retour, c'est d'avoir un résultat. Moi, quand j'accompagne des personnes, j'ai besoin d'un résultat. J'ai besoin que l'accompagnement se fasse efficacement et rapide. J'aime pas que ça traîne. Je n'aime Oui, pas que ça thérapie traîne. brève, quoi. Des thérapies brèves, absolument, Mhm. absolument. J'ai envie de revenir et de diriger un petit peu l'interview sur justement bah, le prix que tu as eu, c'est le meilleur psychologue d'Europe, mais surtout en ligne. Et c'est sur Oui, ça que j'ai envie de revenir, c'est que du coup, tu as été l'un des premiers, on en discutait ensemble la dernière fois, un des premiers à mettre en avant des nouvelles techniques. Donc tout ce qui était visioconférence, des entretiens même téléphoniques par mail. Je vois que c'est vraiment quelque chose que tu as été, peut-être, je vais dire le père fondateur, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais on se comprendra. Euh, oui. Comment est-ce que tu as réussi justement à passer d'une thérapie où on a vraiment ce cliché, on va dire, du psychologue, où on est assis dans le fauteuil, on doit aller dans son cabinet, etc., à finalement quelque chose de accessible et disponible à tous partout dans le monde? Si tu peux nous expliquer un petit peu.
En fait, c'est toute une mouvance. Il y a une mouvance déjà au niveau de la technologie, c'est-à-dire que de plus en plus des outils de communication se sont développés. À l'époque, voilà, le téléphone, c'était payant, on était à la minute. Les communications n'étaient pas aussi développées qu'elles sont devenues. Donc ça déjà, ça s'est ouvert. Et puis jusqu'à la visio où aujourd'hui on a des outils comme BioK qui peut offrir une plateforme en visio. On a des outils qui sont remarquables, qui permettent d'avoir un visuel tout comme si on était en cabinet. Donc ça dépasse ça dépasse le cadre du cabinet par rapport à ce principe-là de pratique, de facilité, pouvoir se dire, bah ouais, en fait, je peux être de chez moi et consulter, j'ai pas besoin de me déplacer. Je m'évite le temps de déplacement, je m'évite l'énergie, je peux être de chez moi tranquillement. Après, bien sûr, il y a des cas où ça peut être compliqué parce que la personne elle a aussi besoin d'être tranquille, de pas être dérangée, d'être seule. Donc ça, c'est aussi des conditions importantes. Mais au final, on s'est rendu compte que les consultations en cabinet pouvaient être tout aussi efficaces que des consultations en ligne, sachant que donc ça s'est développé. Et ce qui a bien accéléré, il faut le dire, ça a été la période Corona, où en fait les gens étaient beaucoup plus conditionnés à rester chez eux et à devoir fonctionner en ligne, même ceux qui n'aimaient pas le faire. Et puis finalement, ils y ont pris goût. Et parce que, tu vois, parce que moi, j'ai eu des personnes qui, au départ, étaient assez réticentes à consulter en ligne et qui, finalement, se retrouvaient surprises, même par téléphone. Des personnes, oui, bonjour, voilà, ce serait pour prendre rendez-vous. J'ai dit oui, à ce moment-là, en ce moment, je suis en déplacement. Je peux vous faire une consultation en ligne. Mais comment ça en ligne? Donc, je lui explique. Mhm. Et puis, finalement, elle se retrouve à parler avec moi. On parle pendant 20, 30 minutes Et au la téléphone. consultation Et se fait direct. je lui dis, bah, vous voyez, là, on est en train de parler, là. Mhm. Et j'ai déjà identifié votre problème. Et on peut déjà commencer à avancer. Elle dit, ah oui, je pensais pas. Et en fait, c'est, 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 c'est ce principe-là effectivement, de cliché qui peut être associé à ce point, à cette idée déjà de consultation divan qui a considérablement évolué depuis des décennies parce que entre justement la consultation psy à l'ancienne où on était dans le divan et la consultation psy d'aujourd'hui, même en cabinet aujourd'hui, c'est plus dans le divan. On est là pour discuter, on est là pour réfléchir, mais on est là pour trouver des solutions. On n'est plus dans cette approche-là qui était à réfléchir sur le pourquoi du comment sans savoir à quoi ça va me servir pour avancer. Et les approches, elles ont beaucoup évolué par rapport à ça, entre la psychanalyse, qui, est, qui a été, qui a été la première forme de psychologie, et aujourd'hui des méthodes comme euh, le counseling, qui est dans une méthode d'échange, et on travaille sur la ressource de la personne, c'est-à-dire qu'on l'amène, elle, à se questionner, mais on la pousse, on la stimule, on la, on la, on la provoque, on la Mhm. provoque. L'approche, l'approche TCC comportementaliste, où on va travailler sur des comportements et on va aider la personne à agir différemment, à fonctionner différemment, à se comporter différemment. Et elle vient, elle peut nous dire ce qu'elle veut. Vous avez fait quoi cette semaine? Est-ce que vous avez réussi à sortir de chez vous? Est-ce que vous avez réussi à parler à des personnes étrangères? Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Quand la personne elle a une phobie sociale, se faire aussi bien en ligne qu'en cabinet, parce qu'au final, on est dans une communication, on n'est pas dans un contact physique. Les outils thérapeutiques qu'on utilise ne nécessitent pas de contact physique. On peut avoir besoin, dans certains cas, de visuel, d'un contact visuel, mais et c'est ça que j'ai étudié en fait au fil du temps et des accompagnements, et c'est pourquoi j'ai été reconnu, c'est de pouvoir faire la distinction entre différents outils et différents effets que ça pouvait avoir. Que par exemple, on pouvait avoir une efficacité sur un outil par messagerie instantanée. Il y en a il va être plus à l'aise de faire un échange par chat, par message instantané, que faire directement un visio.
C'est vrai que l'un des avantages à tout ce qui est technologie ou écran, c'est qu'en fait, la personne, elle peut aussi ne pas, elle n'est pas obligée de se rendre dans le cabinet. Et il y a tout ce, pour les personnes qui n'osent peut-être pas le premier rendez-vous, entamer une démarche, peut-être que la démarche sera beaucoup plus facile à prendre son téléphone et appeler ou à faire une visio. On a les écrans, en fait, qui nous protègent peut-être quand on parle d'anxiété sociale, etc. Plutôt que de se dire, je vais dans ma voiture, je vais jusqu'au cabinet, j'attends dans la salle d'attente, c'est à mon tour. Ça fait plein d'obstacles, en fait, pour les personnes qui ont peut-être cette phobie sociale. Donc, ce que Ouais. j'aime bien chez toi, c'est que, et tu l'as dit au tout début de ta présentation, c'est que tu as vraiment cette option, enfin, ce trait de caractère ou cette patte, on va dire, holistique. Donc, tu vas amener les personnes, tu vas les accompagner sur tout ce qui est le plan individuel, mais aussi social, et en plus de ça, professionnel. Et donc, je voulais un peu revenir plus en détail sur au Oui. niveau des problématiques individuelles. C'est quoi les problématiques que tu vas retrouver le plus souvent dans ta pratique? Je sais que bah, de tête, au niveau problématiques individuelles, il peut y avoir de l'anxiété, de la dépression, c'est des choses, confiance en soi, t'en parlais aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu retrouves ben, parmi tes patients, si on les appelle les patients, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce terme. Oui, les Ok. patients, les Les consultants. patients, consultants. Donc, Ouais. sont-ils, c'est quoi les problématiques que tu vois le plus souvent et comment est-ce que tu les aides, avec quel outil? Alors, malheureusement, je vais me retrouver dans des situations où les personnes sont dans une situation qui est assez critique, qui peut être en- handicapant pour eux et pour lesquels en fait ils vont avoir des impasses au niveau de leur réalité. C'est-à-dire qu'entre l'état qui se passe à l'intérieur et l'état qui se passe à l'extérieur, il y a un décalage. Les personnes, elles peuvent se sentir mal à l'intérieur d'elles-mêmes, manquer de confiance et pas pour autant prendre la décision de consulter. Elle va malheureusement consulter qu'une fois qu'elle va sentir que ce problème-là intérieur mène à une difficulté extérieure, que ce soit par rapport à ses choix de couple, ou ce soit de travail, ou ses choix par rapport à elle-même. Donc, généralement, ça va être des problématiques d'angoisse et de dépression. Une personne qui angoisse, elle est bloquée, elle est, euh, elle est étouffée intérieurement et de manière indépendante de sa volonté. Donc ça, elle va essayer de gérer avec elle-même, mais au final, n'arrivant pas, elle est obligée elle a intérêt à consulter parce qu'au final, c'est comme un virus qui se propage. Si je ne le traite pas, au début, c'est un petit stress, et puis après, ça devient une peur, une anxiété, angoisse, panique. Là, si je suis dans la panique, j'ai l'impression de mourir, là, il faut que quelqu'un m'aide. Et c'est quelqu'un qui vient me sauver, qui me dit, allô, faut que tu ailles consulter, là, ça va pas. Mhm. Et que la personne prenne conscience, c'est pas évident. C'est-à-dire, mis à part ceux qui sont dans un cheminement de quête de soi, de développement personnel, de quelque chose qui est plus tourné vers le positif, et j'en ai. Les personnes qui sont dans la plus grande impasse et qui ont été déjà consultées plusieurs professionnels et qui ne sont pas arrivés à avoir des résultats, aussi bien des médecins avec des traitements médicamenteux que d'autres professionnels et qui ne savent plus quoi faire, viennent à moi. Ariel, le dernier recours. Ouais, absolument. C'est le dernier recours, c'est le dernier secours, c'est la thérapie de la dernière chance. Mhm. Et on me le dit, on me dit, bah écoutez, vous êtes ma dernière chance. Bon, au début, ça mettait un peu la pression, mais après, j'ai compris que c'était ma mission, en fait. J'ai compris que c'était de pouvoir aider ces personnes-là qui sont pas dans un mal-être qui reste encore confortable. Ils sont dans un mal-être, en fait, si on les aide pas, voilà quoi, ils Il n'y a risquent plus du de passé. raison de vivre, etc. Voilà, Vraiment extrême. voilà. Vraiment des états de gros handicaps. Une situation où en fait ils ont pris des traitements et ça marche pas. 10 années, j'ai une patiente qui avait fait 10 années de traitement d'antidépresseurs et qui allait voir tous les mois son psychiatre et qui était complètement désespérée. Elle avait son mari d'abord qui était venu me consulter pour me dire bon, écoutez, moi je viens vous consulter parce que en fait j'ai ma femme qui trouve que je ne communique pas assez avec elle et que je me dis que je pourrais l'aider. Alors je lui dis mais vous consultez pour vous ou pour elle? Il dit
pas plus pour elle, mais ça va être aussi pour moi. Bon, on a travaillé aussi par rapport à lui en lui disant, bon, ce serait intéressant que vous le fassiez pour vous-même, mais après, par rapport à elle, on va voir comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce que vous pouvez l'aider. Mais après, j'ai compris qu'une fois qu'on a traité le problème avec lui, que lui, bon, il est devenu un peu plus expressif parce qu'à la base, il était très timide. Mais elle a toujours connu timide. Mais en fait, elle, ce qu'elle avait besoin, c'est d'être aidée, c'est d'être accompagnée au niveau thérapeutique. Mais comme elle n'avait pas trouvé une personne adaptée, donc elle avait fait tout peser sur son mari et elle allait s'en séparer. Ils étaient au bord du divorce parce qu'au final, elle s'est sentie incomprise. Et quand je lui ai dit, vous pouvez demander à votre femme de me contacter. Il dit oui, mais elle est déjà suivie. Je lui dis, demandez juste lui de me contacter, que je parle avec elle, que je puisse avoir un premier échange. Et donc, j'ai fait ce premier échange. Et cette personne-là, donc, elle me dit, voilà, je suis suivie, ça fait 10 ans, ça marche pas, je suis pas bien, je suis désespéré, et mon mari ci, et mon mari ça. Et donc, quand on a travaillé là-dessus, et qu'au bout de 5 mois, 5 mois, 5 mois. Et encore, quand on dit 5 mois, c'est qu'au bout de 3 mois, elle était sortie du traitement antidépresseur Waouh. et on l'a suivie à distance sur une fréquence parce que au début, il y a des séances qui se font hebdomadaires et après, on espace plus au fur et à mesure. Et après, quand j'ai commencé à espacer au bout de 3 mois, j'ai fait toutes les 2 semaines et ensuite, j'en ai fait une un mois plus tard. Et qu'en fait, elle me dit, mais je suis très bien, je me sens bien. En fait, C'est génial. elle elle me dit, mais je sais pas, c'est un miracle. Je dis, mais c'est, c'est pas un miracle. Je dis, c'est vous, c'est nous. On a travaillé Mhm. ensemble pour que vous réussissiez à mieux vous sentir, à faire ce qu'il y avait besoin pour que vous vous sentiez mieux. Il y avait un mal-être et on était en train de vous conditionner à l'oublier, à l'anesthésier, à le mettre de côté, alors qu'il y avait besoin de le traiter. Il y avait des choses qui allaient pas et qu'elle n'avait pas réglées. Elle était malheureuse à l'intérieur. C'est Et bête. alors là, voilà, antidépresseur. Là, quand elle a compris, quand elle a travaillé là-dessus. J'aime bien l'expression de mettre le couvercle sur la casserole d'eau chaude qui bout, en fait. Donc, on ne veut pas voir le problème ou la racine, et donc on va mettre le couvercle, mais à un moment donné, l'eau, elle continue à bouillir, et puis le couvercle, il va exploser. Et c'est un peu ce que tu disais avec le côté où le corps, à un moment donné, va s'arrêter d'être en mouvement. On va avoir des problèmes aussi physiques, et c'est là qu'on va se dire, OK, là, il y a une alerte, et on va souvent consulter. Et parfois, c'est clair que c'est un peu tard parce qu'il y a déjà, en fait, l'eau qui a bouilli depuis longtemps. Mais juste concrètement, pour Absolument. revenir un peu les outils que tu as utilisés, c'était quel outil, par exemple, avec le témoignage que tu m'as apporté? Donc, il y a la psychologie classique, mais je pense que tu fais aussi de l'hypnose, EMDR, il y a plusieurs... Alors, il y a plusieurs outils, mais que je ne vais pas utiliser systématiquement. Là, pour le coup, j'ai utilisé de la psychanalyse, j'ai utilisé ce qu'on appelle de la méthode counseling. J'ai utilisé de la technique cognitivo-comportementale. J'ai utilisé de l'approche systémique qui sont en fait des approches de plus en plus directives. C'est qu'au départ, on est sur une écoute et analyse, et puis après, déjà, donc, on prend le fond du problème, et puis par la suite, on met en place des actions qui vont aider la personne à se sentir mieux par rapport à elle-même et par rapport à son environnement. C'est là où l'importance aussi de l'approche systémique et d'une Mhm. approche globale. Et c'est là où finalement ça l'a aidé à se débloquer, développer. Donc c'était un petit peu la démarche essentielle que j'utilisais jusqu'à avoir des résultats concrets. Parce que même quand la personne me dit oui, je vais bien, je suis heureuse, je dis Qu'est-ce que vous avez changé dans c'est-à-dire, votre quotidien, etc. qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment se vit votre quotidien? Parce que il y a le travail sur le ressenti, il y a le travail sur les comportements. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour continuer à vous sentir bien? Parce que je peux me sentir bien sur le moment, mais qu'est-ce qui va me garantir que je me sente bien dans la durée? Et ça, on fait en sorte à ce que la personne, elle puisse arriver à se saisir d'un, d'un fonctionnement qui l'amène à prendre soin d'elle, C'est ça, les à bases, en prendre fait, les soin d'elle. fondations de qui elle est pour que du coup, elle ait plus cette peur que le château de cartes tombe. En fait, c'est vraiment refaire toutes les bases de son quotidien et de son monde intérieur. Je sais pas si c'est le bon terme. Absolument. C'est se connecter à elle-même. C'est ça. C'est se connecter à son âme.
Moi, j'ai envie de dire on a tous Mhm. intérêt, toutes les gens qui se cherchent, qui se perdent, ils ont, on doit tous faire une quête pour nous connecter à notre âme. Notre âme, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on a, de ce qu'on vit, au-delà de ce qui se passe autour de nous. C'est une énergie qui traverse le temps. Et celle-là, on a besoin de la comprendre pour voir comment est-ce qu'on avance dans notre vie. Et, et c'est ce qui a fait que ma démarche a beaucoup évolué parce qu'au départ, j'étais très terre à terre. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens euh, qui, qui étaient spirituels et qui avaient besoin d'une spiritualité. Mhm. Et spiritualité, pas forcément au sens religion, en fait. Parce que souvent, les gens, ils vont confondre la spiritualité. Ah, mais moi, je Amalgame. suis pas du tout croyant, je suis pas du tout pratiquant. Je dis, mais on parle pas de croyance en Dieu ou de pratique de religion. On parle de connexion à soi et à l'univers. On parle de connexion à ce qui nous rattache, à ce qui nous dépasse, à ce qui est au-dessus de nous. Et ça, en fait, dans mon, dans mon accompagnement, je suis arrivé à atteindre ce niveau-là. Parce que c'est des niveaux d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que plus on a envie d'avancer avec soi-même, plus on a envie de se développer euh, euh, individuellement, plus en fait on va atteindre une certaine profondeur jusqu'à arriver à cette connexion à l'univers. Mhm. Je ne vais pas citer tous les niveaux, mais juste pour donner un exemple, le niveau le plus bas, ça va être le niveau physique. Comment j'apprends à me connecter à mon corps. Et après, je vais me connecter à ma vie sociale, et de plus en plus, je vais me connecter à différents domaines jusqu'à arriver à ce niveau-là spirituel, qui est le niveau absolu, parce qu'en fait, il me connecte à l'univers, il nous amène à nous dire, allô, t'es pas seul, t'es pas juste un électron libre comme ça. Tu fais partie de tout un système, de tout un raccord d'énergie. Et si tu te raccordes à cette énergie, c'est là où tu vas comprendre ton sens. Tu Mhm. vas comprendre ta place, pas seulement dans ta petite ville ou dans ton petit pays. Tu vas comprendre ta place dans l'univers. Mhm. Ça, c'est un vrai voyage. Mais en fait, ce que tu expliques, c'est la pyramide de Maslow, peut-être pour ceux qui la connaissent pas. Et c'est vrai que juste pour résumer un petit peu ce que tu disais, ben, en fait, ça paraît tout à fait logique que si tu n'as pas tes besoins de sécurité de base, bah, du coup, tu peux pas te projeter dans quelque chose de spirituel et de immatériel parce que tu es dans le matériel, parce que c'est ce que tu as besoin sur le moment. Et ce qui est chouette avec ton accompagnement et ce que tu expliques, c'est que tu vas vraiment nous accompagner jusqu'à toutes ces étapes de la pyramide pour finalement avoir ce... Alors ça dépend vraiment des croyances de chacun, ce Graal peut-être de pouvoir être connecté à quelque chose de plus. Donc ça, j'aimais vraiment bien beaucoup Absolument. ce que tu disais. Et je voulais juste revenir sur la pyramide de Maslow si jamais des personnes Oui, voulaient aller faire des recherches parce que c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a ces petits déclics, ça peut nous aider à aller plus loin. Donc, du coup, on l'a vu ensemble, il y avait différentes. Enfin, tu as abordé différentes parties. Là, la dernière, c'était vraiment sur tout ce qui était l'accompagnement individuel, dépression, anxiété, etc., ce qui nous touche vraiment dans notre identité. Mais il y a aussi, ben, à travers notre vie au quotidien, on rencontre des personnes. Et donc, ça peut aussi nous poser dans des problématiques plutôt relationnelles. Et tu vas également accompagner les personnes dans ce chemin-là pour tout ce qui est la gestion crise de couple, problème de couple ou alors familial. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? oui. Alors en fait, sur les questions relationnelles, alors en fait, j'ai envie de dire que mon accompagnement, il s'est vraiment développé au fur et à mesure du temps et d'expérience. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui venaient individuellement dans une problématique sentimentale, de se dire, voilà, je sais pas quoi faire dans mon couple, euh, je- j'ai été trompé, ou il m'a menti, ou il me manque de respect, j'ai l'impression d'être invisible. Donc, on a travaillé sur cette problématique-là au départ au niveau individuel. Puis on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas suffire de travailler seulement sur le niveau individuel parce que la personne, elle pouvait, entre guillemets, s'améliorer autant que possible, qu'elle n'était pas toute seule et que le couple, ça se fait à deux. Et que si la personne de l'autre côté, elle n'est pas prête à avancer, à se questionner et à se mobiliser dans la relation, eh ben,
et ben à ce moment-là, bah, c'est euh, l'expression pisse dans un violon, c'est voilà, c'est dire ça sert à rien. Je vais me battre toute seule. Si je suis en train de ramer dans un bateau, je suis la seule à ramer, je tourne en rond. Ça dépend de notre environnement autour de nous. Oui, absolument. Je suis pas seul et je suis connecté à mon environnement. Et quand je suis dans mon couple, j'ai une problématique sentimentale, émotionnelle. J'ai besoin de travailler ça avec la personne avec laquelle je suis. Donc il y a des fois où je peux considérer que la problématique, elle est individuelle, elle est propre à moi. Ok, je suis nerveux, je suis, je manque de confiance en moi, donc je doute trop, je suis trop jalouse, je suis possessive, je suis parano. Je peux développer tout un ensemble de traits de pensée et de comportements qui peuvent être propres à moi, mais qui peuvent parfois être nourris par l'autre, ou entretenus par l'autre, ou intensifiés par l'autre. Mhm. Donc, j'ai besoin aussi de travailler sur la relation avec l'autre. Et donc, dans ce processus-là, donc on a été amené en fait à, à solliciter le partenaire de vie pour déjà dans un premier temps avoir un regard extérieur, un regard du partenaire sur soi. Parce que moi, la façon dont je dis les choses n'est pas la même chose de la façon dont mon partenaire de vie va dire les choses. Et donc, avoir cet avis extérieur, ça permet de bien comprendre. Il peut se passer il y a certains partenaires qui ne veulent pas consulter, qui pensent qu'ils n'ont pas de problème, que tout va bien chez eux, que c'est l'autre le problème, qui renvoient tout le problème sur l'autre. Alors, du coup, parfois on est bloqué. Donc, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on peut amener l'autre donc à être sollicité pour donner un point de vue sur la personne, de dire voilà, j'ai besoin que tu consultes euh, que tu consultes mon, mon thérapeute pour me donner ton avis sur mon fonctionnement, sur la façon dont je fonctionne avec moi. On peut être amené en fait à, à échanger avec l'autre et à aider lui à s'exprimer par rapport à son point de vue, à son fonctionnement et se dire ah bah tiens, ça m'intéresse en fait ce que vous êtes en train de dire. Du coup, oui, bon, c'est vrai, je reconnais. Je reconnais que j'ai cette tendance-là à m'énerver très rapidement. Je reconnais que j'ai perdu confiance en elle. Je reconnais ci, je reconnais ça. Et en Ok, tout donc tu cas, vois d'abord il- enfin, tu vois par exemple la femme et l'homme, ou enfin peu importe, tu les vois séparés et puis après ensemble. voilà, Ok. voilà. C'est une porte d'entrée. Des fois, ils arrivent en couple directement, d'accord? Mais au début, en tout cas, c'est que j'ai eu cette problématique-là sentimentale qui m'ont amené vers le couple et qui ont fait que, du coup, j'ai travaillé avec les deux partenaires séparément et ensuite, je les ai amenés ensemble. La Et là, du coup, confrontation. confrontation, mais réparée dans leur tête. Parce Mhm. que j'ai fait en sorte à ce que chacun soit harmonisé vis-à-vis de lui-même et je les préparais à l'harmonie vis-à-vis de l'autre. Donc quand ils arrivaient, en fait, il n'y avait plus à s'engueuler. Déjà, il faut qu'ils acceptent de pouvoir se retrouver tous les deux à, à soumettre leur situation. Et donc il faut prier pour qu'ils ne soient pas dans un état tellement critique, parce que des fois ils attendent tellement longtemps avant de consulter qu'en fait ils sont même plus capables de s'écouter, de se parler. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, mais qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi. Et c'est du rentre dedans, et je dis, je suis pas là pour être juge ou partie de votre situation. Je suis là pour vous aider à mieux communiquer ensemble, ni pour dire qui c'est qui a raison, ni pour dire qui c'est qui a tort. Et se rendre compte que au niveau des problématiques, et l'enfant, et avoir un enfant est une épreuve pour le couple, et que beaucoup vont sous-estimer, en fait, et qui va faire que au moment où ils vont avoir un enfant, ou parfois même avant, il va se jouer une espèce de transition à passer, à passer d'un couple conjugal à un couple parental et familial. Et ça, et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, même souvent, ça va se faire au détriment. C'est-à-dire que le couple parental va se faire au détriment du couple conjugal. En fait, je reçois souvent des couples, en fait, qui ne sont plus un couple, qui ont arrêté d'être un couple, un vrai couple.
d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de sortir, de se complimenter, de se caresser, d'avoir des rapports. C'est avoir un temps pour chaque chose, C'est ça. un temps pour son couple. Et en fait, ce temps-là, il se volatilise. Si la personne, elle a un enfant, l'enfant, c'est beau, c'est magnifique. Donc, on est focalisé. Et comment, je vais pas abandonner mon enfant, je vais pas le laisser, je vais pas le rejeter, je disais. Et finalement, en fait, malheureusement, voilà, il y a ce qu'on appelle le baby clash. Il y a des situations qui font que, en fait, le couple parental se fait au détriment du couple conjugal. Et, et voilà. Du coup, le couple se perd. Alors, il y a cette config-là, il y a le config où on disait aussi, parfois, au bout d'un certain temps, le couple ne s'entretient pas. Il se perd, en fait. Ça devient acquis. Chacun, il est pris dans ses occupations, et puis, un jour, ben, je crois que je t'aime plus. Ah oui, mais je t'aime plus, mais en même temps, enfin, qu'est-ce que je fais pour entretenir cet amour? Qu'est-ce que je fais pour nourrir cet amour? Et puis, voilà, ce qui fait aussi que beaucoup de couples aussi se retrouvent en rupture, à divorcer, à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, et de refaire et de renouveler à chaque fois l'expérience. Tous les 5, 10 ans, je renouvelle un couple. Là où on peut divorcer facilement. Bah, ouais, ça va pas, on divorce. Ça va pas, on divorce. Du coup, ça devient trop facile. Et, et voilà, et les couples qui viennent me consulter, c'est des situations, là encore, voilà quoi, ils sont à la limite du divorce. Ils sont au Mhm. bord du divorce. Bon, c'est généralement des couples mariés, mais ça peut être aussi des couples qui veulent se marier, qui se disent, mais est-ce qu'on va y arriver ou pas? Mhm. Et ça, je préfère à la limite d'avoir des couples qui viennent avant de se marier, avant de s'engager, pour avoir un peu un guide, parce que moi, ce que je leur apporte aussi, c'est tout un, c'est tout, c'est tout un guide de connaissances et d'expérience des couples pour bien percevoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre certaines expériences, Mhm. pas les seuls à vivre certaines situations, que c'est propre à une problématique de couple générale. Et ça, du coup, quand ils arrivent à se repérer, se dire, ah oui, l'homme, il fonctionne comme ça, c'est vrai. Ah, la femme, elle fonctionne plutôt comme ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai que quand on est en couple, au bout de temps, ça se passe comme ça, c'est vrai. Et à se retrouver comme ça, se repérer, et se dire, ah ouais, c'est vrai, en fait, les problèmes, moi, que j'ai, en fait, il y en a beaucoup qui les ont. Et Mhm. ça peut se régler. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on travaille aussi sur la dimension du couple, on leur donne toutes les clés, tous les outils pour mieux comprendre le fonctionnement du couple, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'homme, de la femme, euh, et, euh, et voilà, on développe les moyens de se mobiliser pour le couple et de pas avoir le sentiment de se forcer, parce qu'aussi quelque part, on développe un fonctionnement relationnel, un fonctionnement à deux. C'est pas la Mhm. même chose que si j'étais tout seul. Et ça, c'est toute une synchronisation à tous les niveaux, au niveau de la communication, au niveau de la conscience qu'on a des choses, au niveau du plaisir. Comment je me synchronise dans le plaisir à l'autre? Tu te rends compte qu'il y en a qui, en fait, pour eux, en fait, ils ne vont être dans le plaisir que par rapport à ce qui peut être commun. Moi, je vais faire quelque chose seulement si ça nous fait plaisir à tous les deux. Oui, mais si ça me fait plaisir qu'à moi, tu ne le feras pas? Bah non. Si ça nous fait plaisir à tous les deux, ça va. Sinon, bah, ça marche pas. Ok. Mhm. Ça veut dire qu'on va se priver de plein de choses parce que ça ne fait pas plaisir à tous les deux. On peut pas avoir la situation où ça me fait plaisir de te faire plaisir. Non, on peut pas avoir ce plaisir-là. Et donc apprendre à cette dynamique, apprendre à bien fonctionner dans le couple, à savoir qu'à des moments ils ont intérêt à se taire, savoir qu'à des moments où ils ont intérêt à choisir leurs mots pour dire les choses, à choisir le bon moment. Pas se dire ouais moi je suis comme ça, hein, moi je dis ce que je pense. Ouais, d'accord, vas-y, dis ce que tu penses. Puis voilà, et puis après, voilà, tu viens de faire exploser une bombe. Allez, on répare les dégâts. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et il y a un conférencier belge qui s'appelle Thomas, j'espère que le nom de famille, je vais bien le dire, d'Azembourg, que j'aime Ouais, beaucoup. Et il y a quelque chose que tu dis qui va vraiment en écho avec ce qu'il disait. C'est qu'en fait, souvent, ouais, le couple, il est dans les jeux. Donc, ils vont parler en jeu, je, tu, etc. Et en fait, il y a cette notion qui l'amène de nous. C'est en fait, le couple, c'est créer un être humain, c'est comme un troisième être humain, hormis un enfant.
qu'on va créer. Et donc, il faut apprendre à le connaître. Il va grandir, évoluer et il faut l'accompagner. Et ça, c'est une image que je garde beaucoup. Et je trouve que c'est très parlant ce que tu dis aussi. Et la communication, c'est vraiment, je pense, la base aussi pour apprendre à se connaître et pour communiquer, mais avec les bons mots, comme tu le disais, de l'autre. Et pour en revenir. Merci Océane, merci pour Ah, ce que vient de te dire parce que vraiment, non seulement tu as bien compris ce qui se dit et c'est exactement ce vers quoi je mène les couples que j'accompagne, c'est à créer leur propre couple, mhm, créer son couple parce que chacun vient avec sa configuration familiale et sa configuration de couple telle qu'il la connaît de ses parents et de ses expériences antérieures. Ils ne se rendent pas compte que le couple qu'il va créer avec l'autre, c'est, c'est quelque chose qui doit s'adapter avec les deux partenaires et créer son couple et une nouvelle entité commune. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes peuvent ne pas savoir, ne pas connaître, et c'est super important. Merci pour ça. cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Je vais vous mettre dans la barre de description toutes les informations concernant Ariel Simoni si vous voulez le contacter, si vous voulez entamer une démarche avec lui, une question par rapport à ses accompagnements. Il est tout à fait disponible de vous répondre et il sera enchanté de pouvoir vous aider dans votre quête d'identité, dans votre quête de votre soi profond, tout simplement. C'est la première partie de cette interview. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine diffusion de la deuxième partie. Merci infiniment de votre fidélité à suivre nos vidéos et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de l'interview. Et n'oubliez pas, Be a Care.